Thomas, merci beaucoup de prendre le temps. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai comme 1000 questions à te poser à propos de l'écosystème, à l'innovation. Peut-être une question philosophique pour partir le bal. Pour toi, c'est quoi le sens de l'innovation? Et bonjour, premièrement, bonjour Nectar, je suis super content de participer à ton podcast. Parce que comme je te disais en intro, je suis un fidèle auditeur, donc je suis super content de participer. C'est une super bonne question, puis on va en parler, j'imagine, plus tard, mais quand j'ai été embauché au fond, il y a 4 ans, c'était dans un rôle un peu d'intrapreneur, de lancer une nouvelle équipe à l'interne, où j'ai longtemps été tout seul, honnêtement, qui s'appelait le pôle innovation, dont l'objectif était d'aider et d'inciter les entreprises, les PME du portefeuille du fonds à innover. Alors la première chose qu'on a fait dans les tout prochains mois, même dans les tout premiers mois, je dirais même dans les toutes premières semaines, c'est qu'on a défini le concept d'innovation. Donc la question est super bonne, puis on l'a encore aujourd'hui, on passe du temps là-dessus, parce qu'on a réalisé rapidement qu'il y avait toujours une confusion entre inventer et innover. Puis les gens font mal la différence. Et pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, on réduit encore l'innovation à inventer un nouveau produit. Mais de notre point de vue, puis là je parle le point de vue du fond, on peut innover sur tous les aspects du modèle d'affaires, depuis ton modèle de revenu, la manière dont tu approches les clients, évidemment dans les produits et les services, dans la manière où tu fais le service après-vente même. Donc on a un concept d'innovation qui est extrêmement large, ça c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est que on essaye de démontrer que t'as pas besoin d'être une start-up pour innover. Il y a des superbes entreprises PME au Québec qui sont pas très connues, mais qui innovent, qui sont des modèles pour nous, puis qu'on essaye de mettre de l'avant. Comment tu t'es intéressé au sujet? Tu sais, c'est quand même un sujet, comme tu as dit, c'est assez large, mais tu sais, pour l'avoir dans ton titre, ça veut dire que tu as réfléchi, tu as lu beaucoup. Donc, je suis curieux, comment tu t'es embarqué dans ce thème de l'innovation? C'est intéressant en fait, et pour être honnête là, puis tu le sais bien là, une carrière, je pense que c'est une rencontre de plusieurs personnes. Puis moi, en sortant de l'école, en sortant de Poly, j'ai étudié en France, comme ça doit s'entendre dans mon accent. Puis je suis venu terminer une année d'échange à Polytechnique. Puis en sortant de Poly, j'ai eu la chance d'être embauché chez Univalor, qui est la société de transfert de technologique de Poly, UDM et toutes ces institutions membres. Donc l'objectif d'Univalor, c'est de prendre les inventions qui sont faites dans les laboratoires universitaires, puis de les amener sur le marché à travers la création d'entreprises, mais à travers également beaucoup de licences à des compagnies existantes à travers la planète. Donc depuis que je suis sorti de l'école en 2006, j'ai toujours travaillé dans l'innovation. J'ai jamais fait autre chose que de travailler dans l'innovation. Puis, puis je pense que le passage de Univalor au fond, il a été assez naturel. Pour être honnête également, puis si je fais un lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure, ça a permis de toucher à une autre, une autre vision de l'innovation d'une manière beaucoup plus concrète. Puis, ce qui permet également de découvrir. Là, je patine un peu. Je vais recommencer. Est-ce que je recommence au début ou C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. ok, Donc, je vais tu peux dire. repartir, on peut prendre la question du temps. Ouais. Ok. Donc en fait, depuis le début de ma carrière, j'ai eu la chance de toujours travailler dans l'innovation. Quand je suis sorti de Polytechnique, j'ai eu la chance d'être embauché chez Univalor, qui est la société de transfert de technologique de Poly, puis de toute l'Université de Montréal. Puis son objectif, c'est de prendre les inventions universitaires puis de les amener au marché à travers de la création d'entreprises dérivées et de la création ou l'accord de licence, pardon, des compagnies existantes. Donc j'ai eu la chance depuis vraiment le début, depuis 2005, où je travaille, d'être actif dans les réseaux d'innovation. Puis j'ai juste connu ça. Donc ça a été assez naturel pour moi même de passer de Univalor au Fonds de solidarité. Puis je pense que le fonds également voulait quelqu'un qui connaisse un peu l'investissement, mais qui connaisse surtout tout l'écosystème d'innovation au Québec, qui est un super bel écosystème, mais qui peut être assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Puis, puis c'est ça. Donc ça a été assez naturel.
Ouais, c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est un peu la chance, j'imagine, et aussi un peu ta passion de un peu rentrer là-dedans. Euh, Au fond, pour peut-être pour sauter à ton parcours à aujourd'hui, comment tu décrirais un peu tes responsabilités principales? Ouais, ben j'ai eu la chance d'être embauché, je pense, dans un rôle d'intrapreneur, là, même si je veux pas que ce soit compris de manière prétentieuse, là, mais c'est ça qui m'intéresse en fait dans ma carrière, là, c'est de prendre des idées puis de les bâtir à l'intérieur d'une grosse organisation. Puis ce qu'on a rapidement réalisé, c'est que si on amenait de la plus-value à aux entreprises partenaires, on pouvait aller chercher l'intérêt des directeurs d'investissement. Donc ça a été la première étape, ça a été beaucoup de sensibilisation à l'interne pour expliquer ce concept d'innovation, expliquer exactement ta première question, faire attention de pas confondre inventer puis innover, de démontrer que on peut y aller étape par étape, puis démontrer des résultats concrets. Et je pense qu'un des avantages à travailler au fond, c'est on est investisseur dans plus de 3000 entreprises, puis des exemples de PME québécoises qui innovent et qui ont du succès ou d'autres qui ont eu des défis. Là. On en a plein. Puis juste mettre en avant ça auprès de mes collègues ou auprès des autres entreprises, c'est vraiment comme ça qu'on incite les gens à aller de l'avant. Ouais, c'est intéressant. Où est-ce que tu passes plus de ton temps? Est-ce que c'est avec des entreprises que toi, tu dirais, sont déjà innovantes? Ou est-ce que tu regardes aussi des entreprises où est-ce que apporter une mentalité d'innovation leur permettrait, tu sais, d'augmenter de valeur, d'aller plus vite? Comment tu le distingues? C'est, je dirais que pour le moment, c'est encore 50-50. Les entreprises qui sont déjà innovantes, elles veulent toujours aller plus loin. Puis elles nous utilisent pour aller chercher des idées, soit à l'international ou pour aller chercher des idées dans notre réseau d'entreprises partenaires, d'entreprises dans lesquelles on investit au Québec. Puis après, on passe également beaucoup de temps dans des entreprises qui veulent le faire, mais qui savent pas par où commencer. Tu sais, je le disais tantôt, on a la chance au Québec d'avoir un superbe écosystème d'innovation, mais c'est un système, puis un écosystème qui est complexe parce qu'il y a énormément d'intervenants. Donc, évidemment, quand tu rencontres un PDG d'entreprise, sa première question, ça veut dire bien sûr, je veux innover, mais par où je commence? Puis, on passe du temps à, à l'aider à comprendre, à mettre sur papier ses besoins, à faire une stratégie pour prioriser ses besoins, puis faire en sorte qu'il se pose les bonnes questions, puis qu'il parle aux bonnes personnes, puis aux bons intervenants pour mener le projet à jour. Donc je dirais que c'est à peu près 50-50. Ouais, je suis curieux de t'entendre aussi, peut-être, pas nécessairement pour les entreprises du fond, mais parce que j'imagine que tu parles à tellement d'entreprises, ceux qui réussissent pas ou, tu sais, ils le veulent, mais n'ont pas qu'à réussir. Quelle raison est-ce que tu donnerais? Est-ce que c'est principalement la culture, tu sais, parce que ça a été parti d'une certaine façon, donc Mhm. très difficile à changer la culture. Ça, c'est une raison, tu sais, potentielle. Je suis curieux de t'entendre. C'est quoi les contraintes, les blockers? Bah, en fait, tu l'as dit, je dirais facilement là, les deux principales raisons, culture puis stratégie. Puis ça, on pourra mettre, je pourrais t'envoyer le lien là. On vient de financer un sondage auprès de 800 PDG d'entreprises sur l'état de l'innovation au Québec. Ça a été fait avec Québec Innove notamment. Puis on démontre que le principal frein à l'innovation, donc ça c'est la réponse des PDG, là, c'est pas nous qui le disons, c'est la réponse des PDG, c'est stratégie, expertise, culture. Puis après vient le financement. Et c'est vraiment partir de la stratégie, puis après, est-ce que j'ai l'expertise à l'interne? Ouais, intéressant. Sur le côté stratégie, si on double-clique sur ce point, à un niveau Ouais. plus profond, qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment est-ce que la stratégie bloque l'innovation? Mais puis on va revenir à ta toute première question sur la définition de l'innovation. Comme les gens voient l'innovation comme quelque chose de complexe, je pense que je pense que c'est encore mal compris, puis les gens comprennent pas que approcher ses clients d'une nouvelle manière, optimiser son service pour mieux répondre aux besoins de ses clients, c'est de l'innovation. Hein. Donc ils voient peut-être les choses beaucoup trop compliquées, puis ils comprennent pas que en y allant étape par étape, on peut amener de la plus-value à ses clients. Puis là, on innove. Puis quand tu commences comme ça,
Après, on arrive à avoir des résultats plus concrets. Puis après, on revient à un point que j'ai mentionné également tantôt, c'est par où je commence. Et c'est sur un aspect sur lequel on accompagne beaucoup d'entreprises juste pour mettre en place une stratégie pour prioriser toutes leurs idées. Ça, c'est quelque chose qui est assez manquant dans beaucoup de PME. Ouais. C'est au brainstorm entre amis. Tu sais, moi, la façon que je le vois, c'est il faut partir un peu avec le parcours client. Donc, Ouais. si tu veux penser à l'innovation, comment est-ce que je peux satisfaire mon client? Mais d'habitude, ça part avec des choses peut-être très simples, peut-être plus complexes. Donc, à quel niveau, ben, premièrement, tu peux me contredire si tu dis non, j'ai tort, mais à Non, quel t'as raison. niveau l'emphase client permet, ouais. Ouais, donc, est-ce que l'emphase client permet ce déploiement d'une stratégie d'innovation? Est-ce que c'est le bon point de départ ou est-ce que tu vois un autre comme starting block? Mais ça, c'est un point qui est super important, surtout avec la pandémie qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup d'entreprises plus B2B qui ont vu une opportunité d'innovation, puis qui se sont dit, tiens, on va aller à vendre directement aux consommateurs. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait également. On aide les entreprises à se poser les bonnes questions à ce sujet-là, depuis l'arrivée de Sophie Robillard dans notre équipe là, qui amène beaucoup d'expérience pour ça. Puis là, je vais reprendre les mots de Sophie, ce qu'elle dit souvent, puis je pense elle a raison, c'est que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont encore centrées produits. Elles développent des produits parce que elles connaissent exactement leur marché. Puis c'est ça qu'elles ont fait depuis toujours. Mais ce qu'on essaye de leur faire réaliser, c'est que pour avoir plus de succès ou avoir encore plus de succès, parce que souvent c'est des entreprises qui vont très très bien, on fait en sorte qu'elles se centrent un peu plus clients. Donc la première étape, c'est persona, à qui on parle. La deuxième étape, c'est parcours client. Puis à toutes les étapes du projet, avant, pendant, après, quels sont les points de valeur que l'on peut apporter. Puis à ce moment-là, on est capable d'identifier des projets d'innovation extrêmement précis. Puis puis tout le roadmap de la stratégie d'innovation de l'entreprise, elle part de là. Donc tu as tout à fait raison. Le fait d'avoir une stratégie qui est beaucoup plus centrée client, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, puis qu'on voit, puis je pense que les entreprises réalisent également. Puis probablement que la pandémie a été un accélérateur pour ça. Ouais. Je veux revenir au concept de l'innovation. Donc, mais je veux revenir en détour. Donc, je vais passer par le détour des conseils. Je vois Ouais, que tu es aussi un membre sur plusieurs conseils. Tu as ouais. été pour longtemps dans ta carrière. Petite question facile pour commencer. Pour toi, c'est quoi une gouvernance efficace au sein de conseils? Comment est-ce que tu la décris? Ouais, mais c'est quelqu'un qui encore, je reviens à un point qui s'assure que d'une qui apporte de la valeur au PDG, là, c'est évident, au PDG puis à toute l'équipe, on est là pour ça. Puis également, et puis pour faire ça, c'est quelqu'un qui s'assure de faire en sorte que les gens ils se posent les bonnes questions. Et on n'est vraiment pas là pour mettre des bâtons dans les roues ou juste faire du reporting. Ça, ce serait pour moi la définition d'un mauvais conseil. Donc plus-value, puis faire en sorte que le PDG se pose les bonnes questions. Est-ce que tu crois que dans cette liste de questions, l'innovation doit être quelque chose qui est propulsé par le conseil? Donc, en fait, la question, est-ce que le top-down, le changement top-down, est-tu réaliste? Est-ce que c'est possible selon toi? Ouais, mais je peux te donner un exemple concret, puis je vais faire un clin d'œil à un de tes... J'ai dit que j'étais un auditeur à un de tes anciens podcasts, il y a quelques années maintenant, mais j'ai eu la chance d'être sur le board de Nubo. Puis tu avais invité Fred Bastien, le PDG de Nubo, juste après l'investissement qu'on a fait. Donc, on peut même inviter les auditeurs à aller le réécouter, là. Puis Fred, dans son conseil, il y avait un point spécifique sur les projets d'innovation. D'une, il y avait une équipe d'innovation dédiée. Évidemment, c'est une entreprise techno là, mais il y a une équipe d'innovation dédiée. Puis à toutes les conseils, on parlait d'innovation. Puis quels sont les besoins des clients? Puis quels sont les projets en cours à l'interne pour répondre à ça? Donc c'est un bon exemple. Puis même dans des entreprises qui sont pas des entreprises technologiques, des entreprises plus traditionnelles, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'insister également, là, une fois de temps en temps, ou si on peut à tous les conseils, faire un point sur quelle est la stratégie d'innovation, puis qu'est-ce qu'on fait concrètement.
Puis est-ce qu'on peut même donner même du temps de parole à des innovateurs à l'intérieur du conseil pour leur donner un peu d'exposure. Si on revient à la stratégie, le rôle du conseil également, c'est de s'assurer que, à mon avis, que la stratégie d'innovation, elle est imbriquée ou elle est issue du plan d'affaires puis de la stratégie d'entreprise de manière plus globale. Puis je peux donner un exemple concret de, tu sais, je disais tantôt qu'on avait au Québec la chance d'avoir des superbes entreprises innovantes qu'on connaît pas beaucoup, là. Pour moi, le textbook au Québec, là, l'entreprise qui a l'innovation dans son ADN, puis ça c'est vrai, c'est Premier Tech. L'entreprise Rivière-du-Loup, entreprise privée, mais qui a été publique il y a plusieurs années et qui continue à publier son rapport annuel tous les ans. Donc tu regarderas, c'est une entreprise à peu près à 1 milliard de revenus, superbe entreprise dont le siège social est à, est à Rivière-du-Loup, puis qui est présent dans plein de pays, puis qui croit beaucoup par acquisition. Ben, l'innovation, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, puis ils font des planifications d'innovation toutes les 5 ans. Ils font pas uniquement une planification stratégique, là. Ils font une planification pour tous leurs projets d'innovation tous les 5 ans. Et pour faire ça, ils partent vraiment des besoins des clients. Ils vont voir qu'est-ce que les clients aiment, qu'est-ce que les clients aiment pas. Ils vont même voir qu'est-ce que les concurrents font pour se démarquer, ou même des entreprises qui est pas du tout dans leur secteur, pour aller chercher des idées euh, out of the box. Oui, tu m'apprends des choses. Premièrement, oui, Nubo, vraiment belle histoire avec Ouais. Fred et Nubo, ce qu'ils ont réussi et accompli. Et premier texte, tu me donnes plus de recherches à faire sur des Ah entreprises. oui, Je crois mais il qu'il y y a en a beaucoup de plein, hein. personnes pensent innovation et qui... Excuse-moi, je disais, il y Oui, en a vas-y, plein. On vas-y. dit Premier Tech parce que c'est une entreprise qui est quand même connue, là, mais je pourrais t'en citer des dizaines, là. Mais vas-y. Moi, en fait, je cherchais peut-être plus au niveau plus macro les principes, pas nécessairement de l'innovation, mais plus les secteurs, parce que tout le monde pense innovation équivaut technologie. Ouais. Je suis curieux de t'entendre, c'est quoi les autres secteurs que tu vois, beaucoup d'innovation qui peut être évidemment propulsée par la technologie, mais ils sont pas juste des softwares, parce que je crois que tout le monde connaît bien les software, les software companies au Québec. Curieux de savoir les plus qui sont mal connus en termes de secteur ou d'entreprise spécifiquement, si tu veux les faire des Ouais. call-outs. Ben, je peux te donner un autre exemple qui est dans l'industrie manufacturière, qui est Chantier Chibougamau. Donc une entreprise qui vient de Chibougamau, qui est une entreprise qui est intégrée complètement verticalement. En fait, ils font du bois d'ingénierie. Puis ils ont été une des premières entreprises au Québec à faire approuver leur bois ou leur poutre d'ingénierie par le code du bâtiment. Puis ils ont même démontré que même si tu pourrais fabriquer ou monter un immeuble à condo complètement en bois. Puis il y en a à Montréal, dans Griffintown, là, il y a un immeuble qui a été fait avec leur solution qui est Arbora, par exemple. Donc, ils ont démontré que le fait de fabriquer tout un immeuble en bois, c'est beaucoup plus résistant, par exemple, à la chaleur une construction classique. Puis ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ils ont importé une technologie d'Europe, qui ont adapté à l'Amérique du Nord, puis pour faciliter la mise en marché de leurs produits. Donc là, on parle d'un autre concept d'innovation. Euh, ils sont, euh, Ils ont développé une compagnie d'ingénierie qui s'appelle Nordic Structure, qui fait le lien avec les cabinets d'architectes, puis qui s'occupe de mettre en marché le produit. Donc ça, c'était un exemple concret qui fonctionne, qui est reconnu à l'international, puis qui est pas du tout dans une compagnie technologique. Je peux t'en citer une autre là, une entreprise encore dans le bois, les planchers de bois franc, qui je parlais au PDG il y a quelques années maintenant, qui me disait qu'un de ses défis, lui, c'est que les gens qui présentent ces produits au client final, c'est les vendeurs chez les Home Depot ou Renault Depot, etc., etc. Puis la manière où eux ont innové, c'est qu'ils ont développé un système pour
faire en sorte de mieux présenter leurs produits donc c'est une application mobile, de mieux présenter leurs produits aux vendeurs qui par la suite peuvent mieux présenter le produit au client final. Encore une fois, pas compliqué, ça c'est une innovation en commercialisation, puis ça répond à la fois à un besoin du consommateur, puis ça aide l'entreprise à mieux vendre ses produits. Oui, super intéressant. C'est une des raisons que j'adore avoir ce podcast, c'est juste apprendre de mes invités Ouais. et avoir des beaux exemples québécois. Peut-être pour parler de l'industrie, étant donné ta position, si tu avais, quand même une bague magique, qu'est-ce que tu changerais dans l'écosystème pour permettre l'innovation d'aller pour toutes les entreprises québécoises un peu à prochain niveau? En fait, une autre façon de poser la question, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on puisse débloquer plus d'innovation dans la province? Je pense qu'il faut encore sensibiliser, puis tout le monde, tous les intervenants le font bien là, et évidemment le font, mais pas uniquement. L'Investissement Québec fait une superbe job, nos collègues de Fonds d'Action qui est très spécifique là, sur le développement durable, qui font une job formidable. Tout le monde fait sa part, puis c'est bien. Mais il reste de la sensibilisation à faire. Encore une fois, dans le sondage de Québec Innov dont on a parlé tout à l'heure, on démontre qu'il y a une grosse partie des PME québécoises qui n'ont pas innové dans les 12 derniers mois. Je pense que c'est aux alentours de 30%. Donc, il y a encore de la sensibilisation à faire. Puis, il faut réaliser également qu'on est une situation où il y a beaucoup de dirigeants qui se posent la question. Non, ça, j'allais dire, il y a beaucoup de dirigeants, tu comprends la petite partie, là. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont peut-être en fin de carrière, euh, puis où on pourra avoir des défis de relève dans les prochaines années, puis qui se posent la question, puis ça arrive souvent, là, où on rencontre des gens, puis ils nous disent, regarde, moi, il me reste 5 ans, l'objectif, c'est que je transmette l'entreprise à quelqu'un dans 5 ans, puis est-ce que c'est le bon moment pour innover? Puis sur cet aspect-là, je pense qu'il faut encore qu'on travaille, parce que beaucoup d'entreprises familiales au Québec. Puis on le voit souvent quand il y a un changement de génération, il y a évidemment un c'est un moment propice pour faire beaucoup d'améliorations puis d'innovation. Mais je pense que avant même les transitions, on pourrait travailler tous ensemble pour sensibiliser les gens, puis leur expliquer que c'est peut-être également à ce moment-là qu'il faut le faire, puis pas attendre trop tard, surtout quand il n'y a pas de relève qui est identifiée. Ouais, je suis quand même d'accord. Je vois une autre raison un peu qui est reliée, c'est juste un peu la peur des fois, tu sais, la peur du inconnu, de pas savoir. Tu Ah sais, oui. même moi, j'étais un peu victime de dire, ah, j'ai trop peur pour faire X, et on sent que c'est des fois plus grand que nous. Mais en fait, d'habitude, c'est l'inverse, c'est de pas prendre le risque, c'est le risque, parce que c'est là où est-ce que un compétiteur rentre dans ton marché, tu sais. Et sur ce point, je crois que c'est beaucoup aussi rattaché au repreneuriat, tu sais, des personnes. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas un plan de succession ferme et ce qui rend un peu le défi Mhm. demain. Ça va être quoi le prochain étape pour cette entreprise? C'est d'aller au prochain niveau. C'est pas un plan clair ou l'entrepreneur, tu sais, n'a pas encore décidé de comment il va le faire, ou c'est du côté familial, c'est tu à l'externe. Donc, j'ai encore beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, mais j'aurais 1000 questions de plus sur ce point. Ouais, c'est Sinon, moi, je te un poserai sujet pour être comme très honnête question. sur lequel ouais, c'est Ouais, un vas-y, sujet vas-y. sur lequel je travaille pas beaucoup, le reprenariat, mais c'est un sujet important parce que on a un tissu de PME où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises familiales. Puis c'est un excellent point. Mais Ouais. Qu'est-ce que tu regardes dans le marché, là, puisque j'étais, qui t'excite, un peu des choses qui, pour toi, sont pas encore connues dans, tu sais, on la conscience populaire, mais tu vois qu'ils viennent, tu sais, sont, comment dire en anglais, around the corner, donc des choses qui s'en viennent bientôt et qui, pour toi, sont palpitantes, quelque chose de très intéressant et stimulant. ben, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est technologie de fabrication innovante. Euh, c'est pas moi qui ai fait cet investissement-là, mais un de mes collègues
Ludovic Duquette vient d'investir dans Omni Robotics, super belle compagnie à Laval, qui, euh, qui rend intelligent des robots là, pour aider notamment des employés, pour aider à faciliter le travail des employés qui travaillent sur des tâches un peu plus compliquées. Par exemple, je pense à des tâches de peinture, de soudage, tout ça. Grâce à OmniRobotics, on va être capable d'aider ces travailleurs-là. Moi, dans mon portefeuille, j'ai également une superbe entreprise à Québec qui s'appelle Ledartech, qui développe, que tu connais peut-être, là, mais qui développe des systèmes de lidar pour des véhicules autonomes. En fait, il se positionne même comme une entreprise qui développe une plateforme de sensing pour les véhicules autonomes et semi-autonomes. Puis là, on voit une, euh, une croissance de ce marché-là qui est assez impressionnante, puis une accélération qui est impressionnante d'année après année. Là, moi, je vais où j'essaye d'aller à CIS tous les ans. Cette année, évidemment, j'irai pas pour les raisons qu'on connaît. Mais d'une année à l'autre, on voit l'accélération de ce marché-là, puis on voit que ça devient réel. Donc, est-ce qu'on va avoir des véhicules autonomes sur les routes dans les prochaines années? Probablement pas, surtout au Québec, là où on a un contexte qui est encore plus compliqué. Mais le développement des navettes complètement autonomes, on en voit, on en voit, ça existe aujourd'hui, on a même à Montréal. Le développement également des véhicules semi-autonomes, ça c'est un sujet que je regarde plus particulièrement. C'est sûr que les sujets que je suis le plus particulièrement, ils sont reliés à, aux entreprises dont je m'occupe, que j'ai dans le portefeuille. Puis un projet, le dernier projet également, qui est relié à une de mes entreprises en portefeuille, que je regarde beaucoup, c'est tout ce qui est serre verticale et puis autonomie alimentaire. J'ai dans mon portefeuille une entreprise qui s'appelle Inno3B, qui est basée à Saint-Pacôme, qui développe des systèmes de serre verticale complètement fermés, puis qui a évidemment beaucoup d'intérêt en ce moment, euh, je dirais grâce à ce qu'on vit actuellement. Puis les gouvernements de différents pays l'ont annoncé, même au Québec, là, qui veulent doubler, je pense, la production nationale d'ici quelques années. Donc c'est des sujets qui sont d'actualité puis qui nous intéressent. Ça c'est peut-être un premier point. Puis sur tous les points qui sont aux alentours des accompagnements que l'on réalise dans les entreprises, c'est beaucoup l'essor du commerce électronique, puis de la robotisation, mais surtout avec un aspect qui est particulier, qui est propre au Fonds de solidarité, je pense, qui est quel est l'impact de tout ça sur les travailleurs. Puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces transformations, elles se font d'une manière juste, c'est-à-dire d'une manière qui implique, puis qui prend en considération l'impact sur les ouvriers, puis sur toutes les employés d'une entreprise. Je veux retourner à ce dernier point, Thomas, parce que je trouve que c'est intéressant, cet impact sur le travailleur. Je veux rebondir un peu sur cette entreprise que tu as mentionné. Je travaille un peu avec une entreprise dans tout ce qui est serre verticale et cette notion d'indépendance dans la chaîne alimentaire est super puissante. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je connais un peu Charles Boulanger de LetterTech. On a été sur le conseil de Bon Look Ouais. ensemble et un gars très sharp. Et évidemment, comme tu as dit, transport autonome, c'est pas mal le futur. Évidemment, peut-être pas dans les routes québécoises pour l'instant, mais ça va venir dans plein d'endroits dans le monde. Donc, je regarde ce genre de technologies qui apparaissent, qui viennent des fois d'ici, des fois de l'externe. Et ce que je vois que ça risque de causer, c'est cette perturbation au niveau des travails, surtout col bleu, mais aussi col blanc. Tu sais, donc, on le voit aussi dans des domaines comme médical et légal. Comment est-ce que tu regardes une thèse d'investissement quand il y a un fort potentiel de perturbation au niveau des travailleurs? Tu sais, on peut penser que les chauffeurs d'autobus, on n'aura plus besoin potentiellement dans le futur, ou des travailleurs en retail, etc. Donc, comment est-ce que tu fais l'équilibre entre ces deux aspects-là? C'est une bonne question. Puis ça,
On pourrait en parler pour le coup pendant toute une journée de juste de cette question-là, là, puis parce que la réponse a des implications sur beaucoup de sujets. Le premier d'entre eux, les besoins en formation puis en éducation complémentaire. C'est sûr que le fonds, quand on fait un investissement dans une compagnie, il y a un critère qui est propre à nous, puis qui n'existe pas chez les autres investisseurs, c'est qu'on veut s'assurer que quand on investit dans une solution, ou bien quand on investit même dans une entreprise classique, de l'impact de ces produits sur les travailleurs, puis sur les relations de travail dans l'entreprise. Ça, c'est un aspect qui est super important pour nous. Puis si on faisait un investissement dans une compagnie de robotique, par exemple, ce serait dans une compagnie qui peut aider des employés à réaliser des tâches qui sont ingrates, dangereuses pour le travailleur. Ça, c'était un premier point. Je parlais d'un point complémentaire, c'est quand on aide une entreprise à définir sur son plan de robotisation, par exemple, ou son plan de transformation numérique, de manière plus large. Ce qu'on essaye de faire, parce qu'on fait toujours, c'est d'impliquer les employés dans ce plan-là. Puis, l'année dernière, moi, j'ai assisté à une superbe initiative dans une entreprise de notre portefeuille, une entreprise en aéronautique, où on a aidé l'entreprise à expliquer son plan auprès de ses travailleurs. Donc, on a organisé des groupes de travail auprès d'une centaine d'employés pour leur expliquer le plan de l'entreprise. On faisait ça évidemment avec l'entreprise, puis pour répondre à leurs questions. Puis ce que tu vois rapidement, c'est que quand c'est fait d'une manière qui implique les employés, ben, ils embarquent parce qu'ils réalisent qu'à la fin de la journée, bah, ça va les aider dans leur travail. Puis il y a toute une job par la suite de gestion du changement qui est importante. Puis je me souviens en fait c'est une dame, une des travailleurs avec qui on avait discuté, qui nous avait même aidé dans le cadre du projet. Elle nous avait dit le défi c'est qu'on passe d'opérateur de machine à gestionnaire de machine. Donc il y a une gestion du stress même qui est différente. Puis un beau succès de ce projet-là, qui a été fait avec deux équipes au fond, l'équipe des relations avec les travailleurs, puis l'équipe de formation économique. C'était que une fois qu'on est parti, les employés sont allés voir les dirigeants, le VP Innovation, puis lui a dit, tu sais, telle tâche, on pourrait l'automatiser, puis voici comment on pourrait faire. Donc ça fait que l'idée, ils viennent des employés, puis c'est ça pour nous une transition juste. C'est que ce concept de transformation numérique, il inclut tout le monde, puis il vient également des gens sur le plancher. Donc, et puis par la suite, la gestion du changement, puis la mobilisation des gens elle est beaucoup plus facile. Puis on l'a vu, on a plein d'exemples d'entreprises qui le font super bien. Moi, j'adore ton point, Thomas. Je crois que ça retouche un peu un point qu'on avait parlé avant au niveau des conseils. Tu sais, donc, il y a donc le conseil qui est là pour pousser, challenge un peu le président, mais Ouais, aussi le vrai changement, ça doit aussi venir bottom-up. Tu sais, ça doit venir par les exact. personnes qui travaillent quotidiennement dans les opérations de l'entreprise. Et s'ils sont pas impliqués, ben, on risque pas de vraiment sentir, tu sais, du vrai changement. Donc, j'adore ce point de feedback. Je prends des notes, là. Est-ce que est-ce que tu vois d'autres astuces, tu sais, au niveau de ce concept que j'adore, là, au niveau de transition juste, d'autres concepts que tu vois bien appliqués? Ben, le principal concept, c'est l'implication des gens. Puis la majorité des entreprises le font, où il y a peut-être un biais pour dans les entreprises dans lesquelles on est investisseur, mais je suis même pas sûr. Les gens le font, puis il faut pas avoir peur de le faire parce que à la fin de la journée, c'est les gens sur le terrain qui connaissent qui connaissent également, j'allais dire mieux peut-être pas mieux la business là, mais mieux les tâches sur lesquelles ils travaillent. Donc c'est le point, je pense, le plus important, puis le plus important. Et puis ça s'applique pour une automatisation de chaîne de production, mais ça s'applique sur sur toutes les innovations ou les optimisations qu'on peut imaginer dans une entreprise. Et ça a un impact
assez important sur la mobilisation par la suite. Souvent, ce qu'on dit à la fin d'un projet, c'est qu'on a aidé l'entreprise à mobiliser ses employés. Ouais, c'est vraiment c'est fascinant. Je crois qu'on termine un peu sur un point fort, Thomas. Donc, ouais, super réponse sur ce point. Et donc, mon chapeau aussi à ce que le fonds fait, tu sais, en termes de cet aspect qui prend en compte un peu, beaucoup, ces notions des travailleurs. Donc, pour ça, c'est quand même c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Donc, peut-être, dernière question pour toi, Thomas, c'est plus où est-ce que si le monde veut le connecter avec toi, interagir, échanger, apprendre plus sur le fond aussi en même temps, c'est quoi la meilleure façon? Ouais, pour apprendre sur le fond, on est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder. Puis pour me rejoindre moi, bah, mon adresse courriel est directement sur le site du fonds. Vous pouvez m'écrire sur Twitter, Facebook. Je suis joignable assez facilement. Puis un point qui est important pour moi, Nectar, là, pour conclure, c'est que c'est moi qui parle, puis qui est au micro avec toi là, mais c'est toute une équipe au fond. Puis on a on a une super belle équipe, puis vraiment des réalisations qui sont dues à toutes mes collègues. Oui, absolument. Comme tu as dit avant, ça prend un village. Donc, pas juste au niveau du fond, mais tout l'écosystème. Je trouve que vous êtes un joueur, évidemment, très actif dans l'écosystème, mais personnes qui savent exactement comment le naviguer. C'est un peu ça aussi, beaucoup d'aide qui apporte aux entreprises. Donc, oui, encore une fois, super pertinent et merci pour ton temps, Thomas. Bienvenue, merci à toi.